Bienvenue chers de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française, une grande édition qui va essentiellement se focaliser sur l'actualité qui a donc marqué l'année 2023. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le secteur de la justice, justement, avec notamment notre invité qui est avec nous, Maître Murangwa Faustin. Bon après-midi, Maître. Bon après-midi. Ça va? Ça va. Voilà, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je le disais donc tout à l'heure, l'année 2023 a été marquée notamment par des procès pour génocide et ce, en dehors du territoire rwandais, avec notamment 2 arrestations pour les mêmes raisons. Les détails ici, c'est dans un condensé de notre confrère Jean Damascène Manishimwe. Le premier Rwandais condamné cette année hors du territoire national est l'ancien gendarme de Nyanza au sud du Rwanda, Philippe Hategekimana, qui a été condamné par la Cour d'assises de Paris à une réclusion criminelle à perpétuité. Que représente un tel procès organisé à des milliers de kilomètres des lieux des faits, 29 ans après? Écoutez, juger un procès comme ça 29 ans après les faits, ce qui nous le permet, c'est l'imprescriptibilité de ces crimes. Ils sont imprescriptibles tellement ils sont graves. On parle du crime des crimes, le génocide. Et donc, on part du principe qu'on peut les juger, quel que soit le délai qui s'est écoulé. Alors, matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés. Surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Après Philippe Hategekimana, un autre Rwandais, Sostene Munyemana, a été condamné à 24 ans d'emprisonnement pour génocide à la Cour d'assises de Paris également. Ceux qui suivent de près les procès pour génocide à la Cour d'assises de Paris déplorent la lenteur de la justice française, alors que les dossiers à juger sont encore nombreux. Si on regarde le nombre de personnes qui restent à être jugées, et si on regarde aussi leur âge avancé, on a des raisons de craindre malheureusement que certains vont pouvoir échapper à la justice. Donc il y a dans les tuyaux de la justice une trentaine de dossiers qui sont en suspens, qui sont pendants devant la justice. Certaines personnes sont mises en examen, d'autres les enquêtes sont en cours, d'autres les dossiers sont terminés. Au rythme actuel, je pense qu'il y aura malheureusement beaucoup de personnes qui vont échapper à la justice parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas pouvoir juger tout le monde. Par exemple, il est prévu pour l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier qui va être jugé. Et on nous avait habitués au rythme de 2 dossiers par année. Mais l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier. On nous dit que, enfin, on ne nous dit pas. Mais il paraît que c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont mobiliser les forces de l'ordre, que pour cette raison-là, il risque de n'y avoir qu'un seul procès. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très, très regrettable de voir autant de dossiers qui sont en suspens. Certains sont presque terminés. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de continuer à pousser pour que le rythme soit accéléré. Parce qu'à ce rythme-là, tout le monde ne va pas être jugé malheureusement. C'est vrai que de toute façon, ce sera de plus en plus difficile de juger, plus le temps passe, de juger des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis. En Belgique, la Cour d'assises de Bruxelles a condamné à perpétuité Séraphin Twahirgwa, alors que son co-accusé Pierre Bassavose lui a été condamné à l'internement en raison de la démence sénile dont il souffre.
Les deux hommes comparaissaient dans un même procès pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, en particulier dans la localité de Gikondo, dans la ville de Kigali. L'ambassadeur de Belgique au Rwanda a indiqué que son pays est conscient de l'urgence de juger les présumés génocidaires se trouvant sur le sol belge. Je pense qu'on doit essayer de davantage encore accélérer parce que le temps presse et on a vu ce qui s'est passé avec le procès à la haie de monsieur Kabuga, où les juges ont décidé que, vu l'état physique et mental du monsieur, on ne pouvait pas continuer. Et on a constaté aussi qu'il y a beaucoup que ça crée beaucoup d'amertume ici, et je comprends tout à fait. Donc, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans notre approche? Non, je ne pense pas, mais il faut davantage accélérer les choses pour que justice soit faite. Et ces cas je suis sûr que dans les cas dont vous allez discuter après, cet argument de la capacité physique et mentale des gens qui sont accusés va revenir sur la table et il va appartenir aux juges belges de se prononcer là-dessus. Il y a beaucoup de dossiers concrets qui sont en cours. On travaille sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de noms, etc. Et à mon avis, comme je dis, nous étions les premiers à la commencer. Je vois qu'il y a une liste, il y a une liste de tous les réfugiés. Ça, une question à adresser au procureur général du Rwanda. Franchement, si vous regardez tous les pays où se cachent les génocidaires, il y a une liste à peu près de 1500. La plupart se trouvent dans des pays africains. Donc sur le continent, et je pense que nous avons fait notre part, mais on est toujours prêt à faire mieux, mais sur base de dossiers concrets sur des noms en particulier. La justice en 2023, c'est aussi la décision du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, ce Rwandais soupçonné d'avoir financé le génocide des Tutsis en 1994. Après cette annonce, les réactions d'indignation se sont multipliées. Depuis la France, où Kabuga a été arrêté en mai 2020, les activistes des droits des rescapés du génocide ont estimé que cette décision témoigne encore une fois un manque de considération à l'égard des Africains par les Nations Unies et craignent que la décision du tribunal onusien ne favorise plutôt le négationnisme du génocide. L'impunité, on sait tous et toutes ce que ça entraîne. D'un coup, les familles de génocidaires, les génocidaires eux-mêmes qui n'ont pas encore été arrêtés, appréhendés, se sentent pousser des ailes. Ils peuvent œuvrer au négationnisme pour empêcher que d'autres soient jugés par la suite. Voilà, c'est des théories négationnistes qui vont se trouver confortées par l'absence de la justice. Pour le président de Ibuka, la principale association des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda, la déception est totale. Un sentiment partagé par Jean-Marie Maurice Gassasira, rescapé du génocide. En considérant ce que c'est Kabuga par rapport au génocide commis contre les Tutsis, ça a été une déception puisque on pensait que nous allions avoir les victimes, nous allions avoir la justice. Cette fois-ci par rapport à quelqu'un qui a plus autant d'années dans la fuite. Partout en Afrique, en passant par le Kenya et d'autres pays africains, et finir par la France. Et nous savons qu'il a déjà contacté, il a été dans d'autres pays européens. Et finalement, voilà le résultat qui ne correspond pas avec ce que nous attendions de lui. C'est une autre blessure et nous rappelons que le génocide a été commis au vu de tout le monde, y compris l'ONU, qui nous a abandonnés aux mains des tueurs. Aujourd'hui encore, la communauté internationale refuse de nous donner justice. 2023 a vu également l'arrestation en Afrique du Sud de Fulgence Kayishema, soupçonné d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide des Tutsis au Rwanda après 22 ans de cavale. Autre arrestation, cette fois-ci aux Pays-Bas, est celle de Pierre Claver Karangwa, un officier des anciennes forces armées rwandaises, accusé lui aussi d'avoir joué un rôle clé dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Merci beaucoup à Jean Damascène Manishimwe pour
cette compilation aussi riche par rapport à la justice. Justement, je vous disais que nous sommes dans ce studio avec Maître Faustin Murangwa. Il est ancien avocat au tribunal international pour le Rwanda. Bienvenue, Maître. Oui, merci. Voilà, alors, Maître, déjà avant même de rentrer dans le vif du sujet, y a-t-il autre chose par rapport à ce sujet, par rapport au dossier des génocidaires qui ait marqué votre attention, qui ait retenu votre attention? Oui, en fait, il y a Maître Gisagara qui a parlé du rythme, ou bien du rythme des dossiers. Il y a l'ambassadeur de Belgique qui a parlé d'un pas qui se disait satisfait de ce que la Belgique a fait. Mais il y a une question qui n'est pas posée là-dessus, et c'est ça la problématique. La problématique, c'est de voir quand est-ce qu'ils ont commencé au fait, à poursuivre ces gens, et pourquoi ils ont pris autant de temps pour commencer à les poursuivre, au fait. C'est ça l'enjeu, au fait. Et c'est là pourquoi. Parce qu'il faut voir, même s'ils se disent satisfaits du fait que la Belgique a été parmi les pays qui ont commencé à juger les actes qui ont été perpétrés au Rwanda. Mais il faut voir que ce soit les sœurs de Sauvou et les autres dossiers que la Belgique avait jugés, ils les avaient jugés comme des crimes de guerre, pas crimes de génocide. Donc il a fallu que, en fait, en 2014, les Nations Unies prennent une résolution à 2150 pour que, en fait, la Belgique, la France et les autres pays puissent bouger et accepter que ce qui s'est passé au Rwanda était un génocide commis contre les Tutsis, pour que ce crime soit jugé ainsi. Auparavant, ils les avaient jugés comme d'autres crimes, ce qui a fait traîner beaucoup de temps pour prendre des décisions à poursuivre. Et c'est là où, en fait, il y a eu déni de justice. Parce que si la France, la Belgique et les autres pays avaient pris l'engagement ou bien les responsabilités, parce que c'est une responsabilité quand même, de juger ou de transférer. Parce qu'il faut voir que la France, il lui avait été demandé par le TPIR de transférer Wenceslas Munyeshaka et Buchibaruta, jusqu'à ce que la France a refusé, jusqu'à ce que le TPIR retransmet les mêmes dossiers à la France afin de les juger. Et c'est un refus de coopérer avec la justice internationale. Il faut comprendre, s'ils avaient refusé de coopérer avec la justice internationale, comment ils allaient coopérer avec la justice locale ou la justice nationale. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Ça a pris autant de temps, de façon qu'actuellement, les génocidaires jouissent, les suspects génocidaires jouissent d'une certaine protection, d'un certain laxisme, de façon que actuellement, pour moi, le temps qu'ils se sont fixés de 6 mois, de juger dans 6 mois, parce qu'il faut comprendre que c'est des crimes complexes. C'est des crimes complexes à enquêter, c'est des crimes complexes à mettre à l'état d'être jugé devant le tribunal. Pour moi, 6 mois, c'est réaliste. Par contre, le temps que ça a pris pour commencer, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Voilà. Beaucoup de temps, c'est également le temps que cela a pris pour finalement retrouver, ça c'est Kabuga Félicien, et surtout le présenter devant la justice, et surtout avoir un procès comme cela a été attendu par autant bien les victimes, les rescapés du génocide, mais également et d'autres organisations qui tiennent à voir la justice.
le monde entier. Kabuga a été présenté, connu comme financier du génocide. Et il y a quelques mois, il y a eu la décision de suspendre l'affaire Kabuga. Ibuka et d'autres organisations se sont sentis lésés et surtout ils ont senti un manque de confiance par rapport à la justice internationale. Maître Faustin, entre l'arrestation de Félicien Kabuga et son procès, avez-vous imaginé un tel scénario? Jamais. Je n'avais jamais imaginé que ça allait finir comme ça, parce qu'il faut comprendre quand même que Kabuga est au centre du génocide. Il est non seulement le financier, mais aussi il est le créateur, le fondateur, le cerveau moteur. Le fondateur de la radio RTLM qu'on appelle la radio incendiaire. Et s'il a non seulement participé à financer les machettes qui ont été utilisées pendant le génocide, mais le fait aussi d'avoir été membre fondateur de la radio RTLM qui a incité beaucoup de gens avant, pendant et après à participer dans les massacres, on aurait souhaité un jugement modèle et ça aurait éclairé beaucoup de gens, parce qu'il faut comprendre que le résultat de la justice, c'est que la vérité doit être produite. Et c'est ça que, en fait, c'est ça le soif et la déception que présente non seulement les rescapés, et je comprends l'indignation des rescapés, mais aussi la communauté internationale tout entière, parce que c'est un procès attendu, comme on a attendu le procès Pinochet, comme on a attendu le procès Slobodan Milosevic, comme tant d'autres en fait, criminels qui ont participé à des crimes contre l'humanité ou crimes de génocide. Est-ce que doit-on dire, par exemple, que s'il n'a pas été jugé au niveau du tribunal, est-ce que le tribunal de l'histoire, comme l'avait dit une fois le professeur Duclerc, est-ce que le tribunal de l'histoire aura tiré ses conclusions par rapport déjà à Kabuga? Jamais, parce que l'histoire commence là où la justice a arrêté. Parce qu'il y a tant d'inconnus ou tant de non-dus et tant de faits qui n'ont pas été démontrés de par la participation et les raisons de la participation de Kabuga, les raisons d'implication de Kabuga dans le génocide et les liens qu'il avait avec les exécutants du génocide. Donc, moi, comme acteur et les autres comme acteurs de la justice, tu comprends qu'en fait, il y a tant de collecte d'informations qui n'a pas été divulgué au public, parce que voilà pourquoi la justice est rendue en public, c'est pour que, en fait, ce qui a été fait dans le secret de l'enquête soit produit devant le public, pour que le public puisse quand même apprendre et que les historiens finalement rentrent dans ce bain et recherchent ce qui a été dit par la justice ou ce qui n'a pas été dit par la justice, mais présenté devant la justice quand même. On parle de la justice internationale, on a parlé de la France qui avance également à petits pas par rapport au procès. On a parlé de la Belgique qui aujourd'hui reste d'une manière ou d'une autre un modèle par rapport par exemple au procès en rapport avec le génocide. Mais on a longtemps dénoncé également les pays africains qui abritaient, en le sachant ou en ne le sachant pas, certains responsables du génocide. Il y a eu le cas Fulgence Kayishema, Maître Faustin. On doit dire que 2024 aura marqué également l'arrestation de Fulgence et surtout les circonstances auront marqué 2023 et surtout auront marqué la poursuite des génocidaires sur le sol africain.
Moi, je crois que le cas Fulgence Kayishema, c'est une satisfaction de voir qu'enfin, on le savait qu'il était en Afrique du Sud. Plusieurs fois, on a eu des alertes d'arrestation, mais rien ne s'est concrétisé. Finalement, l'Afrique du Sud l'a arrêté et je crois, je fais confiance à la justice qu'il sera transféré devant la justice et qu'il sera jugé. Mais je crois que les pays africains ne doivent pas être boucs émissaires des pays comme la Belgique, comme l'ambassadeur a tenté vouloir le démontrer, parce que il faut comprendre que chaque pays doit jouer son rôle et chaque pays doit jouer un rôle dont il est capable de jouer. On ne peut pas demander actuellement au Congo, sachant la situation, la situation politique et même sécuritaire, d'arrêter et de transférer les génocidaires qui c'est son sort, même si c'est une responsabilité que le Congo a, une responsabilité politique et juridique qu'ils ont d'arrêter et de transférer ces gens. Mais on connaît les moyens dont ce pays dispose, parce qu'on connaît les cas Mouniangui Chari, les cas des gens qui ont été arrêtés, qui n'ont pas été arrêtés par la police congolaise, mais qui ont été arrêtés par les forces onusiennes aidées par le FBI. Et la même chose avec Fulgence Kayishema. Il avait été plusieurs fois identifié en Afrique du Sud, sachant que l'Afrique du Sud n'a pas les mêmes moyens aussi la RDC. Que la RDC ou le Congo ou le Cameroun ou la Centrafrique. Mais qu'est-ce qui manque à la Belgique d'arrêter et de poursuivre le petit nombre qui disent avoir disposé? Qu'est-ce qui manque à la France de pouvoir arrêter et poursuivre? Est-ce que, pour terminer, on peut dire que 2023 aura posé des jalons ou aura laissé des signes encourageants pour la poursuite sur le plan de la justice et surtout la traque des génocidaires de par le monde? Oui, effectivement. Mais je dis que c'est un mouvement qu'on observe depuis 2014. Et on doit se féliciter que finalement, la résolution 2021 aura joué son rôle de pousser les pays à prendre leurs responsabilités et de pouvoir arrêter, transférer ou juger sur leur sol les génocidaires. En tout cas, merci beaucoup Maître Faustin Mourangwa pour ces explications et surtout cette rétro sur ce qu'a été 2023 en termes de justice. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios, Maître. Merci. Voilà. Poursuivons avec l'actualité au niveau national, avec autre chose à présent, avec le problème des catastrophes naturelles suite aux pluies diluviennes qui s'abattent dans des zones riveraines du parc national des volcans, va trouver solution à travers un grand projet d'environ 500 milliards de francs rwandais visant à lutter contre les effets du changement climatique. Une bonne nouvelle, non seulement pour les riverains du parc, mais également pour le Rwanda de manière générale. Kassim Youssouf nous fait le point. À différents moments, les habitants riverains du parc national des volcans au nord-ouest du Rwanda ont été à maintes reprises confrontés aux catastrophes naturelles qui mettent leur vie en danger et détruisent des biens et différentes autres infrastructures. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons vu des véhicules stationnés et la place en cet état suite au glissement du terrain. Cette situation nous cause une perte parce que nous ne savons pas où aller. En fait, on n'a pas de voie de sortie.
Ce ruissellement d'eau a commencé à minuit. L'eau s'est répandue dans l'hôpital. Vous voyez que l'eau est montée jusqu'au niveau des fenêtres et a détruit les machines, les médicaments en pharmacie et tout le matériel comme vous le voyez. En fait, nous avons subi une perte considérable. Beaucoup des cultures et la bananeraie des paysans sont détruites et même les maisons et tout le matériel domestique sont endommagés. Ce problème est consécutif aux pluies abondantes qui s'abattent sur cette région et le ruissellement d'eau depuis les volcans va trouver des solutions grâce à un grand projet visant à aider les habitants vivant à proximité du parc national des volcans à faire face aux effets du changement climatique. Projet pour lutter contre le ruissellement d'eau en provenance des volcans et en même temps étendre le parc des volcans sur une superficie de 732 hectares et tout cela en vue du bien-être de la population. Notre objectif est de réduire le débit de l'eau en provenance des volcans et c'est en vue de promouvoir le bien-être de la population. Le budget du projet comprend 15% qui seront injectés au sein de la population grâce à l'emploi qui lui sera accordé. La première phase de ce projet va débuter avec 6 districts, à savoir Musanze, Burera, Nyabihu, Rubavu, Rutsiro et Ngororero. Il y aura différentes activités dont la construction des canalisations d'eau et du radar qui va collecter des informations et les diffuser à l'intention de la population afin qu'elle puisse se préparer à toute éventualité. Ce radar est donc une infrastructure imposante qui sera bénéfique selon nos discussions. Il y aura des activités d'expropriation en vue de l'extension du parc et la bonne nouvelle, c'est que des logements pour les habitants qui seront touchés par l'expropriation seront construits. Pour environ 500 milliards de francs rwandais qui seront consacrés à ce projet, déjà environ 62 milliards sont disponibles par l'intermédiaire des accords entre le gouvernement du Rwanda et la Banque mondiale. Ce projet est en cours depuis octobre 2023 et va durer 5 ans. Et c'est même cet élément qui nous permet d'atteindre la fin de notre édition. Merci beaucoup à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Kanzaire Léonci. À mon nom propre, je vous dis grand merci. Également grand merci à toutes les personnes avec lesquelles nous avons été au cours de l'année 2023 et tout en vous souhaitant de passer une bonne saison des vacances de Noël déjà passées, mais également une bonne année 2024.